president has until Monday to come up with the cash for the $464 million judgment with interest. If he doesn't, New York Attorney General Letitia James could start seizing his assets. His lawyers on Monday asked an appeals court to stop the collection proceedings because they have not found a bond company that is willing to back Trump. Dans de rares cas, l'exécution d'une décision judiciaire dépasse le cadre juridique et modifie la manière dont les institutions traitent les personnalités publiques de premier plan. Il existe des situations où l'exécution d'une décision judiciaire modifie la manière dont le système traite les personnalités publiques très en vue. Mardi matin, à New York, des agents fédéraux et des fonctionnaires de l'État ont pénétré dans des propriétés liées à Donald Trump, munis d'ordonnances formelles de saisie de biens, exécutant, avec un soutien juridique, l'un des jugements civils les plus significatifs jamais prononcés à l'encontre d'un président des États-Unis. La scène n'a donné lieu à aucune déclaration publique ni à aucun apparat spectaculaire, mais le protocole suivi ne laissait aucun doute. La confiscation des actifs des principales entreprises de la marque Trump était en cours. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Ce qui semblait être un nouveau chapitre dans la procédure judiciaire impliquant un homme d'affaires largement poursuivi en justice s'est rapidement révélé être un tournant décisif dans les relations entre les institutions publiques et les particuliers fortunés. Le bâtiment du 40 Wall Street a été l'un des premiers à recevoir la visite technique de représentants du pouvoir judiciaire. Là, selon des informations rapportées par les médias nationaux, des fonctionnaires ont dressé l'inventaire des actifs et ont entamé les procédures de contrôle requises pour la consolidation de la saisie. Dans le même temps, dans le comté de Westchester, des évaluateurs agréés par la justice ont accédé à la propriété connue sous le nom de Seven Springs afin d'évaluer formellement les biens qui y sont enregistrés. Même la Trump Tower, emblème historique de la présence entrepreneuriale de Donald Trump sur la 5e avenue, a été intégrée aux biens immobiliers, faisant l'objet d'une analyse en vue d'un futur transfert de propriété ou d'une liquidation partielle, conformément aux décisions déjà définitives. Ces actions découlent d'une procédure civile engagée par le procureur général de New York qui, après une enquête formelle, a conclu à l'existence de fraudes systématiques dans la déclaration des valeurs immobilières à des fins d'obtention d'avantages fiscaux, contractuels et financiers. Le tribunal, statuant sur le fond, a fixé une indemnisation supérieure à 450 millions de dollars, majorée des intérêts et de l'obligation de restituer les bénéfices obtenus sur la base de valeurs considérées comme fausses ou manipulées. Le défendeur a fait appel, mais n'a pas été en mesure de présenter la garantie exigée par la loi pour suspendre l'exécution du jugement pendant la procédure d'appel. Selon les règles de procédure de l'État de New York, les décisions de ce type ne peuvent être suspendues que sur présentation d'une caution couvrant intégralement le montant de la condamnation, majorée des frais de justice. Dans la pratique, cela exigerait des liquidités immédiates ou des actifs pleinement acceptés par le marché comme garantie solide. Aucune de ces deux conditions n'a été remplie par la défense. Des rapports de l'époque montrent que plus de 30 institutions financières ont été contactées à cette fin sans succès. Le refus récurrent de ces institutions ne résulte pas seulement de l'importance du montant en jeu, mais aussi du contenu même de la condamnation. En reconnaissant que les actifs étaient surévalués, le jugement a compromis la crédibilité nécessaire pour que ces biens puissent servir de garantie. À partir de là, le système a avancé. De manière méthodique, les mécanismes d'exécution du jugement ont été mis en œuvre et les agents de la justice ont commencé à exécuter formellement ce qui était auparavant un risque hypothétique. Cette situation a rompu avec le schéma habituel de report des procédures qui caractérisait les batailles judiciaires de Trump tout au long de sa carrière publique. Contrairement à d'autres moments où la complexité juridique ou les ressources disponibles reportaient indéfiniment les effets pratiques des décisions judiciaires, l'épisode actuel indique que les voies de recours conventionnelles ont été épuisées ou se sont révélées inefficaces face à la solidité de la condamnation.
Ce qui retient l'attention dans cette affaire, ce n'est pas seulement la condamnation en soi, mais le degré de matérialité avec lequel la sentence s'applique désormais aux actifs. Des bâtiments de grande valeur historique sont désormais traités comme n'importe quel autre bien lié à une procédure civile. À ce jour, rien n'indique que les institutions chargées de l'exécution fassent preuve d'un traitement exceptionnel. La jurisprudence invoquée, les délais respectés et les procédures observées sont les mêmes que ceux qui régissent les cas de défaillance civile impliquant des entreprises privées sans lien avec la politique. Cette situation met en perspective le fossé entre l'image publique cultivée depuis des décennies et la réalité révélée par la procédure judiciaire. Tout au long de sa carrière, Donald Trump a consolidé une image liée à l'idée de réussite financière, de capacité de négociation et de patrimoine solide. Le fait qu'il n'ait pas réussi à obtenir une caution judiciaire acceptable, même face à l'urgence d'éviter la perte d'actifs emblématiques, laisse entrevoir un écart entre le discours et les faits. Il ne s'agit pas ici d'un jugement politique, mais d'un symptôme révélateur de la manière dont le système financier réagit face au risque de réputation et à l'incohérence patrimoniale. Le précédent établi par cette affaire est significatif. Il démontre que, dans certaines conditions, le système juridique peut dépasser le domaine rhétorique et appliquer des mesures à effet immédiat contre des personnalités puissantes. Cela n'annule pas les différences interprétatifs sur le contenu de la décision, mais indique que l'exécution du jugement est traitée avec les mêmes instruments formels que ceux prévus pour tout autre débiteur civil. Pour les analystes du secteur juridique, la neutralité procédurale adoptée par le tribunal renforce le caractère institutionnel du processus et indique que l'égalité de traitement est plus qu'une attente abstraite. Il est encore trop tôt pour anticiper toutes les conséquences, mais le fait que les mesures soient déjà en cours limite considérablement les marges de réversion. Même si l'appel se poursuit devant les instances supérieures, le temps joue désormais en défaveur de la défense. Chaque jour, de nouveaux biens sont évalués, de nouveaux enregistrements sont officialisés et de nouveaux instruments sont mobilisés pour garantir l'exécution intégrale de la condamnation. Cela place le président dans une situation sans précédent, dans laquelle l'incapacité à réagir financièrement dans l'immédiat a désormais un effet juridique direct sans l'intermédiation de discours politiques ou de stratégies de communication. À partir de là, il est essentiel de continuer à suivre des analyses comme celle-ci pour comprendre comment les systèmes juridiques réagissent face à des personnalités publiques en crise institutionnelle. L'enjeu n'est pas seulement un ensemble de biens immobiliers, mais la manière dont les institutions fonctionnent sous pression, exposées à l'examen public et confrontées à des précédents délicats. À partir de là, le contour de l'épisode ne se limite plus à la figure d'un seul accusé et implique désormais une série de mécanismes institutionnels qui, lorsqu'ils sont actionnés conjointement, dessinent un scénario plus large de convergence systémique. L'action du procureur général de l'État de New York, qui a engagé la procédure sur la base de preuves documentaires et d'audits financiers indépendants, a été soutenue par la justice à toutes les étapes décisionnelles jusqu'à présent. Mais le passage à la phase d'exécution ne se fait pas de manière isolée. Il dépend de la collaboration entre différents niveaux du système, autorités judiciaires, services d'enregistrement immobilier, experts techniques agréés et, en dernier ressort, structures fédérales telles que le corps des officiers du United States Marshal Service qui n'interviennent historiquement que dans des affaires très complexes ou d'importance stratégique. C'est dans ce contexte que l'absence d'un garant ou d'une institution disposée à émettre la caution prend une autre dimension. Il ne s'agit pas seulement d'un échec ponctuel de coordination financière de la part de la défense, mais de la manifestation d'un phénomène plus structurel, le recul du marché face au risque de réputation associé à la matérialité d'un jugement. Le refus de plusieurs assureurs et banques d'endosser les garanties présentées ne résulte pas seulement de calculs économiques, mais d'une lecture institutionnelle des signaux envoyés par le système judiciaire lui-même. Lorsque les jugements sont rendus à l'unanimité et que les arguments de la défense sont réfutés sur la base d'une jurisprudence consolidée, le climat de confiance qui sous-tend les opérations de crédit commence à se désintégrer.
en particulier lorsque les actifs donnés en garantie ont déjà été en partie disqualifiés par le tribunal. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'exécution en cours ne peut être interprétée uniquement comme une conséquence directe d'une condamnation spécifique, mais comme le reflet d'une réponse institutionnelle articulée qui fonctionne de manière coordonnée, même sans centralisation explicite. En statuant qu'il n'y avait pas eu de vice de procédure dans la conduite du procès, la Cour a également rejeté la thèse selon laquelle l'initiative du ministère public aurait été motivée par des raisons politiques. Cette conclusion, réitérée par différents magistrats dans des décisions ultérieures, a affaibli l'argument de la défense selon lequel le procès ferait partie d'une offensive dirigée contre le défendeur pour des raisons idéologiques. Dans le même temps, le strict respect des étapes procédurales a renforcé l'image d'une affaire traitée dans le cadre normal de la justice civile, sans traitement différencié, mais aussi sans exceptions arbitraires. Cette normalité procédurale contribue à la légitimité institutionnelle du procès, en particulier dans un contexte marqué par des tensions croissantes entre les instances politiques et le système judiciaire. L'historique du procès révèle également une accumulation de couches formelles qui rendent improbable tout revirement brusque. L'action civile a été intentée sur la base de lois étatiques relatives à l'intégrité des entreprises et à la protection du marché contre les pratiques frauduleuses. Des dispositions légales qui avaient déjà été utilisées dans des affaires précédentes, y compris contre des entreprises sans profil politique. La différence, dans ce cas, réside dans la visibilité publique du défendeur et le volume des actifs concernés. Néanmoins, les fondements juridiques restent les mêmes, ce qui renforce la cohérence de la ligne adoptée par les autorités chargées des poursuites et du jugement. Le déroulement de l'affaire a également été accompagné d'audiences publiques, de témoignages sous serment et d'un contradictoire complet, ce qui rend difficile la thèse selon laquelle il y aurait eu restriction de la défense. Tout au long de la procédure, la défense a eu accès à tous les documents de procédure et a présenté des recours devant les instances appropriées, mais sans succès. L'ensemble de ces éléments contribue à la solidité institutionnelle du procès, même face aux critiques ou aux contestations de l'opinion publique ou des alliés politiques du défendeur. Cette stabilité procédurale contraste avec d'autres stratégies adoptées précédemment par la défense, en particulier dans des affaires impliquant des prérogatives exécutives, des registres documentaires ou des allégations d'immunité fonctionnelle. Dans les contextes pénaux, les arguments fondés sur la fonction présidentielle ou sur de prétendus vices de compétence ont parfois donné lieu à de longs débats juridiques. Dans le cas présent, la nature civile de l'infraction, associée au fait que les actions concernent des pratiques commerciales privées antérieures, contemporaines et postérieures à l'exercice de la fonction, affaiblit la tentative de déplacer le centre du débat vers le domaine politique. D'autre part, cet épisode met en lumière une question récurrente dans le système américain, l'interface entre le droit civil et les mécanismes d'exécution patrimoniale. Bien que la saisie de biens pour l'exécution d'une sentence soit une pratique courante dans les affaires de défaut de paiement privé, elle touche rarement des personnalités publiques à une échelle similaire. Le fait qu'un président soit soumis à de telles mesures, sans qu'il y ait eu de contestation réussie devant les instances supérieures, témoigne d'un environnement institutionnel qui, du moins dans ce cas, n'a pas cédé à la pression. En outre, la possibilité d'étendre les mesures d'exécution à d'autres propriétés, comme l'indiquent les rapports d'évaluation enregistrés auprès des tribunaux d'État, ouvre la voie à une nouvelle série de coordination entre les organismes locaux et fédéraux. La collaboration entre ces instances, bien que techniquement prévue dans les règlements internes, prend une dimension politique lorsque l'objet de l'exécution dépasse le domaine économique et touche des représentations liées à l'identité politique d'une figure nationale. Au milieu de cette complexité, les analystes juridiques ont observé un mouvement de consolidation du système face aux pressions externes. Le refus des tribunaux d'accepter des arguments génériques de persécution ou de suspendre les effets de jugement déjà consolidés est considéré, dans certains cercles universitaires,
comme une tentative du pouvoir judiciaire de préserver son autonomie fonctionnelle dans un contexte de polarisation croissante. Cette interprétation n'est toutefois pas unanime et une partie de la communauté juridique fait valoir que le risque de politisation du processus n'est pas encore entièrement écarté. Néanmoins, l'accumulation de décisions convergentes, la continuité de l'exécution et l'absence de signal clair de révision de la part des cours supérieures indiquent que le système fonctionne actuellement avec un degré élevé de cohésion. Cette situation, rare dans les affaires très médiatisées, renforce l'importance de suivre de près les développements juridiques et institutionnels, en particulier face à la possibilité de nouveaux épisodes de friction entre les pouvoirs. Pour bien comprendre ces dynamiques, il faut suivre de près les développements et la manière dont les différents organes réagissent face aux pressions croisées. Nous continuerons à suivre ce processus en profondeur et dans son contexte. À mesure que le processus d'exécution avance, le champ d'interprétation entourant l'affaire s'élargit encore davantage, exposant des conflits de sens qui vont au-delà du contenu formel des décisions judiciaires. Bien que l'action du pouvoir judiciaire soit fondée sur des critères procéduraux consolidés et que les organes chargés de l'exécution fonctionnent selon des routines techniques bien définies, les interprétations divergentes sur la signification institutionnelle plus large de cet épisode se multiplient. Pour une partie de la communauté juridique, l'exécution des biens associés à un ancien président ne se limite pas à l'application objective de la norme, mais représente un moment décisif dans le débat sur l'étendue de la responsabilité civile dans des contextes de grande visibilité publique. Dans cette perspective, la cohérence du fonctionnement institutionnel dans cette affaire serait le signe d'une plus grande maturité du système face aux pressions historiquement exercées pour neutraliser les effets juridiques concrets. À l'inverse, certaines interprétations adoptent une position plus prudente quant aux effets secondaires possibles de ce type de précédent. Des experts en droit constitutionnel et des chercheurs liés à des centres d'analyse politique avertissent que même lorsque la procédure respecte rigoureusement la légalité formelle, des épisodes de cette ampleur peuvent être instrumentalisés par des acteurs politiques pour soutenir des discours de persécution institutionnelle. Selon ces analystes, le point sensible ne réside pas dans la décision elle-même, mais dans la manière dont elle est perçue par des secteurs du public qui se montrent déjà sceptiques quant à la neutralité des institutions. Dans ce scénario, le débat passe de la légalité de la procédure à sa réception sociale. La tension s'intensifie lorsque le défendeur lui-même, recourant à des plateformes numériques à large portée, attribue une motivation politique à l'action des procureurs et des magistrats, remettant en question non seulement la décision spécifique, mais aussi la légitimité du système institutionnel dans son ensemble. La répétition de ce discours, même s'il est rejeté par les instances judiciaires, produit des effets symboliques importants, fragmentant la perception publique du rôle des institutions et creusant le fossé entre la décision judiciaire et son acceptation collective. Selon les informations disponibles, la défense de Trump a cherché à plusieurs reprises à modifier le cours de l'exécution au moyen d'arguments de nature constitutionnelle et de demandes de suspension d'urgence, toutes rejetées par les instances supérieures. L'insistance sur cette stratégie, même après des refus successifs, a été interprétée par les observateurs du milieu juridique moins comme une tentative effective de renversement de la procédure que comme un effort délibéré pour soutenir un discours de délégitimation institutionnelle. Bien que le recours à des moyens juridiques fasse partie intégrante du droit de défense, la répétition d'arguments déjà rejetés et le ton adopté dans les déclarations publiques renforcent l'impression que le litige a été déplacé de la sphère juridique vers le domaine de la rhétorique politique. Les analystes spécialisés dans le fonctionnement institutionnel estiment que cette affaire révèle une tension structurelle entre le pouvoir coercitif légitime de l'État et la capacité des personnalités publiques à mobiliser un soutien politique pour résister à des décisions défavorables. Bien qu'il n'y ait pour l'instant aucune preuve concrète d'entrave à l'exécution, l'appel à des manifestations publiques, comme celle suggérée par les alliés de Trump à proximité de la Trump Tower,
indiquent que le processus pourrait devenir un sujet de contestation plus directe si les événements s'accélèrent. Jusqu'à présent, la réponse des institutions a été caractérisée par la retenue. Les tribunaux se limitent à des déclarations de nature technique. Les procureurs évitent les déclarations hors dossier et les agents chargés de l'exécution maintiennent une attitude strictement formelle. Pour une partie de la communauté juridique, cette conduite est essentielle pour préserver la légitimité de la procédure et éviter que l'action institutionnelle ne soit confondue avec une confrontation politique. Le débat sur les conséquences institutionnelles de cet épisode met également en évidence des divergences quant aux précédents qui pourraient être établis. Certains soutiennent que l'exécution des actifs sans octroi de suspension préventive renforce le principe d'égalité et réduit la possibilité d'utiliser l'influence politique comme mécanisme de protection contre les décisions judiciaires. Une autre, sans remettre en cause la légalité de la procédure adoptée, estime que la dimension symbolique de l'affaire pourrait conduire les tribunaux à adopter à l'avenir des positions plus prudentes à l'égard des accusés très en vue, par crainte d'une érosion institutionnelle. Cette ambiguïté, bien que rarement explicitée, reste latente dans les analyses et les avis émis par les membres du système judiciaire. Même parmi les observateurs les plus critiques à l'égard de l'impartialité des institutions, il est reconnu que les instruments utilisés jusqu'à présent suivent les procédures prévues et n'indiquent pas de déviation ou d'exception juridique. L'impasse ne réside donc pas dans les normes appliquées, mais dans le débat autour de leur interprétation publique. La fragmentation de la perception collective résulte moins du contenu des décisions que du récit construit autour d'elles. Pendant ce temps, l'exécution suit son cours. À chaque nouvelle mesure adoptée, des fondements juridiques abstraits se transforment en effets matériels concrets. Jusqu'à présent, le système supporte les conséquences de ses propres décisions sans montrer de signes de recul, bien que les impacts politiques de cette trajectoire restent indéfinis. Il n'y a pour l'instant aucun consensus sur les répercussions institutionnelles à long terme, ni sur la manière dont cet épisode pourrait influencer l'équilibre des pouvoirs dans des contextes futurs. Compte tenu de la complexité du scénario, un suivi continu et une analyse rigoureuse s'imposent. Nous resterons attentifs à chaque nouveau développement, avec la prudence que des situations de cette nature exigent.